Depuis Avengers Endgame, nous n'avions plus de nouvelles de notre cher Thor Odinson. Aujourd'hui, il revient au cinéma dans sa nouvelle aventure, Love and Thunder. Pour cette occasion, nous continuons notre série sur les pires films du MCU. Et aujourd'hui, on parle de Thor The Dark World. Bienvenue dans Back to the Review. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Back to the Review, le petit hors-série du Late Show, notre moment récréation où l'on parle d'un sujet en particulier. Vous le savez, à chaque sortie d'un film Marvel, maintenant on va prendre l'habitude, on va parler des films du MCU qui sont le moins bien notés sur Rotten Tomatoes. Lors du premier épisode, nous avons parlé de l'incroyable Hulk et finalement, on était ressorti avec un débat bien animé et bien mitigé, parce que Jérôme, tu l'avais trouvé plutôt pas mal quand même, l'incroyable Hulk, sur pas mal de points, et on avait Ekichi qui justement l'avait trouvé vraiment pas terrible, on va dire le terme. Oui. Ouais, clairement. D'ailleurs, Ekichi, bonsoir. Bonsoir. Il y a aussi Gary, bonsoir Gary. Bonsoir. Et il y a Jérôme, bonsoir Jérôme. Bonsoir. Mais je dis et il y a, mais non, nous avons le retour Esteban, bonsoir Esteban. Bonsoir. Tu es le pire, tu es celui qui fait le pire bonjour à chaque fois, mais on t'aime quand même parce que tu réalises de bonnes émissions. Oh, merci. Merci beaucoup. Donc au programme de ce soir, nous allons parler de Thor The Dark World, donc film réalisé par Alan Taylor, sorti le 30 octobre 2013 en France. Tout de suite, extrait audio. Thor, ton courage n'atténuera pas ta souffrance. Ta famille, ton monde seront réduits à néant. Il faut qu'on y arrive. Le fil de la réalité sera rompu à jamais. Je trouverai un moyen de tous nous sauver. Thor The Dark World, réalisé par Alan Taylor. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'il a réalisé d'autre un peu, Alan Taylor, sa filmographie. Vous êtes un peu intéressé à ce personnage? Pas du tout. Pas du désolé, tout. non. Eh ben écoutez, moi je me suis intéressé. Heureusement que tu es là. Ouais. Moi je me suis intéressé à ce mec-là. Parce que Qu'est-ce qu'on j'adore son fait sans travail, c'est faux. Je l'ai juste fait pour l'émission. Donc Alan Taylor, d'abord il a travaillé pour Game of Thrones. Voilà. Et maintenant que je vous ai dit ça, vous comprenez pourquoi le Thor est très inspiré Game of Thrones sur beaucoup de visuels, surtout quand on est à Asgard. On a vraiment l'impression d'être à Port-Réal sur le visuel, sur la colorimétrie et tout ça. Alors, quand tu dis travailler sur Game of Thrones, il a été réalisateur Ouais, sur il a quelques réalisé épisodes. des gros épisodes de Game of Thrones, des gros épisodes de bataille. Je crois même, sans mentir, Gary, tu pourras peut-être dire le titre de l'épisode, si tu es un vrai fan de Game of Thrones ou non, sinon tu sors. Je suis. L'épisode final de la saison 2, lors de la bataille de Port-Réal, il s'appelle comment cet épisode? La bataille de Port-Réal, c'est l'épisode 9. Ouais, c'est ça. Et ben, je crois que c'est lui qui l'a réalisé. Ah ouais? Ouais. Et sinon, le titre, c'est La Nera ou en français, ouais, je sais plus. La bataille de la Nera, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Je pensais ça, ouais. C'est ça, je crois. Mais oui, c'est Alan Taylor qui l'a réalisé, voilà, cet épisode. Et sinon, après, il a réalisé un opus de la saga Terminator. Il a réalisé l'épisode Genesis, donc celui avec Emilia Clarke. Qui est dedans. Et sinon, en 2021, il est à la tête en fait du film préquel de la série des Sopranos. Donc c'est le film Millicent of New York, une histoire des Sopranos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Sopranos, c'est une série qui est mythique, qui a été diffusée sur HBO à l'époque. Et donc il y a un film préquel qui raconte l'histoire un peu du père Soprano, de celui qui tient la mafia Soprano dans la série. Et donc c'est Alan Taylor qui l'a réalisé. Voilà. Au casting de ce film, on retrouve Chris Hemsworth pour le rôle de Thor, Tom Hiddleston pour le rôle de Loki, Natalie Portman pour le rôle de Jane Foster, Anthony Hopkins pour le rôle de Odin. Et après, nous avons un petit nouveau qui est venu que pour ce film. Je ne savais pas, je l'ai revu là. J'ai remarqué quand j'ai vu le générique défiler, il y a Zachary Levi dans ce film. Zachary Levi qui est l'acteur de Shazam. Alors oui, mais quand Il joue Fradel, le mec qui fait les vannes un peu pirates pendant les batailles. Tu sais, les mecs qui sont à l'épée, il fait « Ah, dis donc, heureusement qu'on est venus !»
Celui qui a l'épée un peu de mousquetaire. C'est ça. Ah oui, Ah, ouais, ok. ouais. C'est lui D'accord. qui a l'épée de mousquetaire, voilà. Ce personnage n'a jamais été exploité et ne le sera jamais. C'est ça, voilà. Donc voilà, mais j'étais choqué. Et puis sinon, il y a Kate Dennings aussi, Kate Dennings qui est là aussi, donc que vous avez pu retrouver dans la série Two Broke Girls. Si je me trompe pas, GG, tu aimes beaucoup Two Broke Girls. J'adore Two Broke Girls. Une très bonne série. Et sinon, à votre avis, le film il a coûté combien à peu près pour Moi vous je peux le dire, j'ai vu la feuille. Vas-y. Ah Non, oui. le dis pas. Pour vous Pour Moi, vous j'ai aucune idée de ce que ça représente. Tout. Alors, À chaque je fois, Je sais pas, entre 100 et 200 millions. Oui, là, tu y es. Et allez, un peu plus précis, je vais te donner. Il a coûté plus cher que Thor 1 et Thor 1 a coûté 150 millions. D'accord. Donc, Donc 180, 170 millions. 170 millions, c'est bien ça. Voilà, il a coûté 170 millions de dollars US aux États-Unis d'Amérique. Donc une belle petite somme, hein, je rappelle, mais qui n'a rien à voir avec la somme pharaonique que les frères Russo et Marvel ont mis pour Avengers Endgame, qui est actuellement le film le plus cher de l'histoire pour le moment. Combien 300 millions. Plus de 300 millions. C'était Ah oui. c'était Pirates des Caraïbes qui l'avait, je l'avais déjà dit, hein, avec du 250 millions avec le troisième film. Et je crois qu'ils ont dépassé 300 millions pour celui-là. Il faut savoir, pour Pirates des Caraïbes, anecdote qui vient de Lee Ehrenberg que j'ai pu rencontrer, pour une des séquences de Pirates des Caraïbes 2, vous savez, le passage où ils sont dans le filet en boule et ils Oui. courent, eh ben, il faut savoir que pour tourner cette scène, c'est 12 caméras IMAX en simultané qui coûtent. La journée, ça vaut 2 millions de dollars à faire. C'est Ouais. 2 millions de dollars en matos et en équipe à la journée. Putain. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et il y a 12 caméras. Quand il nous a dit 12, j'étais choqué. J'ai dit, c'est pas possible. Et si, 12 caméras pour cette scène-là. Et le film Pirates des Caraïbes 3, il a coûté terriblement cher parce que c'est à partir de celui-là où ils ont vraiment construit des bateaux pour faire les séquences. Donc ils ont refait des ponts, ils ont refait des machins pour les mettre sur vérin, pour la fameuse scène du tourbillon par exemple. Le acteur de David Jones et Jack Sparrow, ils ont vraiment été sur des sortes de poutres reliées à des câbles et tout ça. Ça a été vraiment, avec de la fausse pluie à l'intérieur et tout, ça a été vraiment un tournage chaotique à faire, mais apparemment une expérience de fou. Il nous disait aussi, petite anecdote aussi, comme quoi sur toute la première trilogie Lee Ehrenberg, s'il compte, il a 2 ans de reshoot. Tellement ils ont fait de reshoot en fait sur Ils ont fait beaucoup de reshoots Ouais. sur les 3 films cumulés, ça fait 2 ans de travail de reshoot seulement. Ok. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Hein. Et ça valait le coup. Ah, ça valait le coup, ça valait le coup. Exactement. Passons maintenant un petit peu à un nouveau film donc du soir, Thor: The Dark World. Je vais donner la main, donc je vais faire tourner, bien entendu, les noms dans ma casquette pour le scénario, pour les synopsis approximatifs. Tu rajouteras bien entendu en post-production ce fameux temps. bruit. On est parti. Qui va dire le synopsis? C'est Jérôme. Alors vous savez, c'est grâce à Jérôme que ce concept est apparu sur la chaîne, on peut le dire, avec son merveilleux synopsis de Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Si vous ne l'avez pas écouté, juste pour ça, vous pouvez le retrouver le box-office sur la chaîne YouTube. C'est une petite pépite, hein, ce synopsis, hein, minute par minute. Il nous le décrit. Ah ouais, j'étais dans T'es- la description à fond. Bah, par contre, tu avais aimé le film, Raccoon Ah, City. oui, oui, Donc oui. là, il y a une différence. Tu n'aimes pas Thor: The Dark World. Donc, je veux voir ce que ça donne un petit peu. Ah bah non, mais je vais être très objectif. Donc ça fait quelques temps que la pauvre petite Jane Foster n'a pas vu son taurounet parce qu'il est reparti à Midgard et vu que son Non, à papa... Asgard. Oui, pardon. Mais il À est parti Asgard. de Oui, il est Midgard. parti de Midgard pour aller à Asgard, pardon. Oula. Et il est très très occupé parce que son papa Odin veut qu'il ramène la paix dans les 9 royaumes. Ce qui fait que c'est compliqué de retourner voir sa petite chérie, mais heureusement tous les soirs, grâce à Heimdall, il peut veiller sur elle de loin. C'est vrai. Merci beaucoup. Et, Et un jour tout dérape. et à un moment donné, parce qu'on nous l'a expliqué dans une intro très très longue, parce que
ah mince, comment on fait pour parler des elfes noirs, on n'avait jamais introduit ça. Alors du coup, on a une séquence très longue qui nous explique une guerre qui avait eu lieu. Il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans, oui, voilà, tout à fait. Et là, donc du coup, ça fait 5000 ans. Et donc les mêmes événements vont se produire puisque les 9 royaumes vont s'aligner et converger. C'est ce qu'ils appellent donc la convergence. Et c'est ce qui met des zones de flou entre les royaumes. Ce qui a pour effet de dérégler la gravité, notamment à Midgard. Et ça tombe bien, c'est le boulot de Jane Foster. Et comme par hasard, eh bien, elle va faire tomber ses clés de voiture dedans. Non, c'est pas elle déjà qui les fait tomber. Mais non, c'est le stagiaire de sa stagiaire. C'est le stagiaire de la stagiaire, l'assistant, voilà. Voilà. Mais oui, c'est plutôt bien résumé, puisque après, il y a un gros événement. On va dire que Jane Foster va se faire contaminer par une des pierres d'infinité qui s'appelle l'éther, donc qui est la pierre de réalité, et qui est ce que les elfes noirs ont toujours convoitisé. Donc depuis convoité. Merci beaucoup. Merci. Il faut le dire. Donc convoité depuis en fait le règne de Malakith, donc qui est leur chef suprême entre guillemets aux elfes noirs, qui est interprété par Christopher Eccleston, qui est donc le 9e Doctor Who, pour ceux qui se posent la question. Voilà. Il faut le savoir. Merci Jérôme en tout cas pour ce synopsis approximatif. Je vais vous demander un avis plutôt rapide. Esteban, on commence par toi. J'ai passé un bon moment. Ça, et tu dis pour ça pour chaque film. Non mais mais celui-là faut pas lui en demander trop. D'accord, ok. J'ai passé un bon moment. D'accord, ok, donc un bon moment. Ikichi. C'est plat, c'est vide, Thor fait des éclairs et voilà. Ok. Gary. Je passe un très bon moment, sauf à la fin. Ok. On pourrait y revenir. GG. Moi j'ai passé un très bon moment parce que arrivé à une grosse demi-heure de film, je me suis endormi. Très très beau. Moi, je dois vous avouer que, pareil que à la base, je m'attendais vraiment à une grosse purge et finalement, j'ai retrouvé en fait des petites sensations qui étaient pas mal, mais ça reste globalement en dessous de ce que peut nous proposer Marvel à l'heure actuelle. Et c'est là qu'on se dit qu'on revient de loin, et c'est ces films-là qui ont fait marcher la franchise, et c'est ça qui est quand même impressionnant. Mais je reviendrai pourquoi j'ai des arguments qui sont, entre guillemets, qui peuvent justifier pourquoi sur certains trucs, ça m'a sorti du film. Mais globalement, j'ai passé un bon moment comme Esteban. Je ne l'ai pas trouvé si useless que ça en fait. Mais à l'époque quand ce film est sorti, il y a quoi comme Marvel de sortie? Il y avait les Iron Man déjà, peut-être un et deux ou un. Alors il y avait tous les 3 Iron Man qui étaient sortis. Incroyable Hulk, puisqu'il est sorti en 2013. Ouais. Et c'était. Je crois que c'est le deuxième film de la phase 2. C'est le deuxième film de la phase 2, donc il est juste avant Winter Soldier. Ouais. Et après Iron Man 3. Et après il y avait quand même de bien meilleurs films Marvel avant celui-là. Hein. Est-ce que le c'était les débuts encore. Iron Man 2, on n'en parle pas. Alors, il est bien noté sur Rotten Tomatoes, parce que nous, on se référence à Rotten Tomatoes, hein, les amis. C'est pour ça qu'on a choisi Thor The Dark World. Avec maintenant Doctor Strange, j'aurais pas dû prendre The Dark World, j'aurais dû prendre Les Inhumains, mais j'avais pas envie de vous faire taper une série de 4 épisodes nuls, et vraiment nuls, parce que là, on est vraiment en dessous des 20% appréciés par la communauté de Rotten Tomatoes, donc c'est vraiment nul à chier. Et même si c'est cool qu'ils ont fait revenir le même acteur, donc Hanson Moonsoon, un truc comme ça, je crois. Aaron Moonsoon, je crois que c'est ça l'acteur, qui joue justement Black Bolt. Voilà, qu'on peut retrouver dans Doctor Strange. Voilà, j'avais pas envie de vous faire ça, donc on est resté dans la continuité des films classiques du MCU. Donc après Incroyable Hulk, c'était Thor. Voilà quoi. Donc après, il faut que je recherche parce que là, je n'ai plus en tête le prochain. Donc qui sera pour Black Panther. Black Panther en novembre, je crois, qui sort cette année, le prochain. Et après, ça sera le film. Et après, on fera peut-être un Back to the Review sur le Christmas, l'épisode spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie. Je pense qu'une demi-heure, ça sera bien dessus, voilà, mais sans en parler, quoi. En parlant, mais sans en parler d'un film comme prétexte pour annoncer la sortie d'un autre, quoi. Donc voilà. Et maintenant, vous voulez vous attarder un petit peu sur les points forts, les points négatifs, les amis? Ikichi.
Alors, les points faibles, déjà, comme disait Jérôme, l'introduction un peu trop longue et puis une introduction un peu pétée. Alors, oui, au début de La Nuit des Temps, il y avait des méchants elfes noirs qui sont nés des ténèbres et puis du coup, ils veulent, c'est des méchants. Alors, il faut qu'ils tuent les royaumes pour que. Enfin, c'est très, très kitsch. C'est très bas en fait niveau terme de scénario parce qu'il a pas de, même le méchant principal, il n'a pas de raison d'être méchant. Enfin, on n'est pas sur un Thanos. Alors, mais ok, c'est venu bien après. Mais il n'a pas de motivation, quelque chose qui l'anime, quoi. Non, c'est un méchant. C'est les méchants des Vikings, des Asgardiens. Voilà. Alors, il faut je suis d'accord avec vous sur la première bataille. On ne sait pas pourquoi, justement, ils se fritent. Et pourquoi, entre guillemets, il y a cette guerre il y a 5000 ans, pile poil au bon moment, même si c'est juste, entre guillemets, le côté Asgard essaye de les empêcher de détruire la convergence et tous les royaumes qui sont alignés au bon moment. Par contre, sur la deuxième partie du film, ses motivations, ils sont clairs. Hein, c'est purement une vengeance. Hein, il s'est fait rouler oui, non, mais c'est ça, oui, mais par Bor, donc le grand-père de Thor. Il a une haine profonde vis-à-vis de la famille Odinson. Là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il attaque. Il attaque entre guillemets Asgard, même si l'éther s'y trouve. À ce moment-là, ça fait bien les choses. Mais entre guillemets, l'éther s'y trouverait pas. Au moment où l'éther les réveille, et c'est ça, il attaquerait en fait directement Asgard, même si l'éther s'y trouvait pas, ça me choquerait pas, parce que le but était juste de rouler sur Odin, quoi. Et ça, je trouve que c'est pas si déconnant, quoi. Ouais, pour un chef d'État comme il l'est entre guillemets. Est-ce que c'est quand même c'est pas Jojo le rigolo, quand même, après, voilà, tu vois, hein. Les elfes se font réveiller parce que Jane tombe sur les terres comme par hasard, que ça les réveille et puis voilà, donc c'est... Non, mais c'est intéressant de savoir que justement le côté c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui se produisent comme par hasard. Comme par hasard. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais même si ces événements sont là, ça reste, je trouve, entre guillemets, plutôt cohérent dans l'ensemble du film. Et le film, il fait vraiment comme une parenthèse. C'est vrai que celui-là fait partie des films, à part l'introduction de l'éther, c'est-à-dire vraiment le fait que les Asgardiens donnent l'éther, la forme de l'éther qu'on connaît, aux collectionneurs, ce film-là pourrait totalement disparaître du MCU, ça ne poserait pas de problème, tout comme l'incroyable Hulk pourrait disparaître. Je veux dire... Oui, parce que le collectionneur, il aurait très bien pu avoir ça. C'est quand même tout l'arc de Loki. Ouais, mais l'arc de Loki, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Loki est important quand même dans ce film. Le développement. Et là, après, pour Thor 4, on va sûrement revoir du coup Jane. Oui, c'est Jane, oui. Et donc peut-être que là, ce film servira aussi à ça. Alors d'après ce que j'ai lu, sans trop en dire, la séquence de rupture entre Jane et Thor sera vue en flashback dans ce film. Parce que alors moi je crois, encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais je crois que dans les comics, justement, Jane devient comment s'appelle en Thor, Mighty Thor, parce que justement, quand elle est contaminée par l'éther, en fait, c'est ce qui lui fait avoir son cancer, et qui fait que voilà. Mais dans les comics, alors après, est-ce qu'ils vont faire une rétrospective dans Thor 4 en disant bah tiens, quand t'as été contaminé par l'éther machin et que justifie ça, c'est possible. Hein. Possible, mais tu vois, s'ils font ça. Ça le rendrait vraiment indispensable, mis à part que là, comme l'a dit Gary, c'est vrai que j'avais un peu oublié toute la partie Loki qui est quand même c'est la seule partie intéressante du film, tu peux pas l'oublier. Non, alors non, le personnage me va, tu vois, j'aime comment il est traité. Lui, son humour marche bien, parce que le personnage nous a toujours été habitués comme ça. Et vous savez, dans la façon dont il a de raconter les choses, Loki, etc., on sent qu'il a un jeu qui est très décontracté. Moi, c'est un de mes points négatifs de ce film. Je sens que Alan Taylor, il avait une occasion en or pour lui de passer de Game of Thrones, donc série télé, à Hollywood. Vraiment des gros films, et je pense qu'il a dû les brider en mode il faut que tu sois sérieux, je veux de la dramaturgie dans ce que tu fais, tu vois. Chris Hemsworth, on le ressent, on le retrouve pas du tout, tu vois. Moi quand je le vois dans Thor Ragnarok, ou même les Thor où il est dans Avengers ou des choses comme ça, où il est beaucoup plus détente, beaucoup plus machin, c'est vrai. tu vois, et je sens que là il s'est pas amusé à faire le film.
Et même pour Jane Foster, Nathalie Portman, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, elle a quand même réussi à faire des performances dans différents films. Elle a prouvé qu'elle savait jouer. Là, il y a des phases où, juste en buvant son café, elle fait des trucs qu'on verrait genre au théâtre. Genre, elle prend son café, elle fait elle bouge sa tasse et elle boit. Tu vois, tu sens qu'ils sont pas du tout naturels, pas du tout décontractés. J'ai pas l'impression que c'est un tournage où il y a eu une good vibe. Et en revoyant le film, là, je l'ai vu en anglais sous-titré, donc ça a peut-être provoqué ça plus, tu vois, sur moi. Mais j'ai vraiment senti comme s'il y avait un problème au moment de le faire et que le seul qui n'a pas été bridé, parce qu'il est comme ça dans toutes ses apparitions, c'est Loki. Et là, il s'est bien amusé. On a même un beau petit caméo de Chris Evans dans le film. Voilà. Mais qui fait partie d'une séquence de Loki. Donc même Chris Evans, il se lâche. Tu vois ? Il se lâche, après on le voit 1 seconde et demie. Mais c'est toujours cool. T'as ce côté. Donc pour toi, en fait, le point faible, ça serait la direction d'acteur. En fait. Moi, le point faible de ce film, ça serait le fait qu'il ait voulu le rendre trop sérieux. Il se prend trop au sérieux pour ce que c'est. Et parce que je pense que Thor, c'est un univers où on peut amener de la dramaturgie, mais c'est un univers auquel Thor, il faut qu'il soit sympathique. Et pas énigmatique comme il est là. Genre vraiment visage très fermé, tout ça. Thor, quand on le voit dans Thor Ragnarok, c'est le bon gars. T'as envie d'être son pote, tu vois. C'est un Asgardien, t'as envie de faire la fête avec lui, t'as envie de boire des coups. Même dans le 1, tu vois, quand on le voit dans la taverne, c'est très théâtral, ça fait très shakespearien le premier. Il prend ça de Shakespeare un peu, tu vois. Et puis la façon dont Kenneth Branagh avait de les diriger, donc c'était très verbeux. C'est ça qui a pu poser problème sur pas mal de gens. Moi, le premier Thor, franchement, je vous avoue, je l'apprécie pas mal. Hein. Le premier Thor, il y a quelques trucs qui divergent, mais comme beaucoup de films. On a parlé de Jurassic World, voilà, pareil. Il y a des trucs qui divergent dans le film et tu peux passer outre parce que tu as... c'était quoi le mot que tu as employé lors de la dernière émission, Jérôme, par rapport à la conscience la suspension consentie d'incrédulité. Voilà, merci donc Jérôme. Et là, pour le premier Thor, c'est cet effet-là que ça me fait, tu vois. Avec celui-là, beaucoup moins parce que je sens que les personnages, ils ont trop évolué d'un coup. Et tu vois, et ça va pas du tout avec l'univers. Après, même les autres films Marvel de base, c'est très axé. Je veux dire, même dans Avengers, ce qui se passe, c'est beaucoup plus catastrophique. Et il y a quand même de l'humour. Alors là, oui, comme tu dis, c'est très sérieux pour le peu qu'il y a. Et il aurait pu y avoir cet humour quand même. Après, par contre, au niveau de l'humour, j'aimerais bien que Gary en parle parce que Gary, c'est aussi ça un peu ton problème sur ce film-là, même si t'as passé un bon moment. Le dernier combat, quand même, qui est totalement désamorcé par des vannes pas drôles. Oui, alors, tu veux que je parle des mauvaises choses dès le début ou des bonnes choses ? Oui, on finira par les bonnes. Voilà. C'est pour ceux qui en ont. Moi, j'en ai aussi. J'en ai. Moi aussi, j'en ai, mais je pense que c'est mieux de commencer par les bons parce que ça rebondit après sur les mauvais. Vas-y. Moi, ce qui fait que j'apprécie ce film, déjà, il y a Thor, c'est mon personnage préféré dans le MCU. Et justement, le film commence, et c'est vraiment le côté fantastique qui me plaît beaucoup. C'est le film qui a... Quand ça commence, c'est vraiment l'heroic fantasy, tu vois. Les elfes, moi je suis d'accord avec toi. Voilà, parce que vous avez défoncé l'introduction trop longue, mais en fait, là, vous défoncez l'intro du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est clair. J'ai bien aimé l'intro comme toi. En fait, c'est comme ça, un film fantastique. Ça commence, ça explique qu'il y a un grand méchant, un Dark Lord qui fout le bordel. Pourquoi ? Parce qu'il est méchant, c'est comme ça. En fait, c'est exactement l'intro du Seigneur des Anneaux. C'est vrai, je suis assez d'accord. Il l'a construit comme un Seigneur des Anneaux, son film, un peu. Jane trouve par hasard les terres, mais Bilbo trouve par hasard un anneau. C'est ça le fantastique. Et c'est ça que j'adore dans ce film, le début, plus le côté science-fiction apporté par les elfes noirs. Par leur vaisseau. Je veux dire, quand ils attaquent Asgard avec leur vaisseau, c'est limite à côté Star Wars, tu vois. Alors ça tombe très bien que tu le dis, je l'ai noté. C'est un des points magnifiques. La scène d'attaque d'Asgard avec les vaisseaux, c'est clairement une scène de Star Wars. Et les sons des vaisseaux sont exactement les mêmes que Star Wars. C'est génial. Voilà. Justement, ils débarquent, ils ont leur blaster. C'est très Stormtrooper. Oui, voilà. Ouais, c'est clair. Tu sais, vraiment, ces plans où ils arrivent de couloir en couloir, les héros arrivent à s'en sortir. C'est carrément du Han Solo et du Chewie qui sont dans les couloirs d'une base en fait de l'Empire, ça c'est vrai. C'est vrai que Alan Taylor dans sa réalisation, comme je vous dis, il est passé de la série télé au film et on sent qu'il a voulu mettre des choses qu'il appréciait. Donc même si je pense que dans sa façon de faire, il les a peut-être un peu trop bridés. Voilà, mais ça reste mon avis. Mais tout ce que tu dis là, je suis 100% d'accord avec toi. En tout cas, pour le moment, quoi. Et c'est des points positifs. Et du coup, tu as le côté sérieux qui, moi, me gêne pas. Au contraire, je regarde Thor, c'est pour voir un viking, tu vois. D'accord. Et à la fin, du coup,
t'as la scène finale, le combat final, et c'est là qu'ils mettent de l'humour de merde qui servent à rien. Du coup, le final, c'est la grosse descente en enfer de ce film. Ouais, et puis... Parce que Thor qui prend le métro à bataille finale, je m'en bats les couilles, en fait, tu vois. Oui, non mais ça sert à rien cette scène. Je suis d'accord avec toi, et puis en plus, en termes de, en plus, elle dégage un message en mode la virilité, tu vois, la meuf qui tombe sur Thor. Cliché, ouais. C'est très très cliché, et là tu fais en mode ouais putain la subtilité là quand même là, la meuf plutôt que de se retenir à la barre, elle se laisse tomber, et puis lui il est content en mode ouais t'as touché mon pec, tu vois, et tu fais mais putain ça c'est, tu fais ouais bon, ok d'accord bon dommage. Non en vrai la dernière finale, là, tu parles donc de sa construction globale, c'est-à-dire passer de passage entre guillemets épique à humoristique. Je dois t'avouer que moi, il y a un autre truc qui m'a gêné dans cette scène, c'est que je la trouve vraiment insipide en termes de réalisation. Et d'ailleurs, sur pas mal de points, à part sur la scène d'Asgard, parce que là, comme je vous dis, il a travaillé sur Game of Thrones et qu'il a voulu le transformer en Port-Réal, et donc il y a des belles couleurs et tout ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, la scène finale... en fait, il filme des pieds qui glissent sur l'herbe, oui, et j'étais là en mode mais putain, mais montre autre chose quoi. T'as un vaisseau de 30 mètres de haut, ils sont en train de se battre, montre que c'est grandiose, les mecs il les fait voler toi et tout ça, t'as un Thor là, les seuls passages entre guillemets qui sont impressionnants, Malekith prend le marteau et allez drôle, on le fait écraser un taxi en deux, tu vois. Et là, tu fais, oh putain, tu pouvais faire tellement mieux en fait avec ce que t'as. Toi, tu le fais passer autour de Greenwich, tu mets des éclairs partout qui tombent autour de Greenwich. Ça, franchement, je pense que là-dessus, ils auraient vraiment pu travailler correctement cette séquence finale, parce qu'elle amène une dernière touche qui dénote sur le film. En tout cas, c'est mon humble avis là-dessus. Jérôme, un petit peu sur Thor The Dark World, même si tu t'es endormi devant le film, et je te remercie d'avoir commencé, parce que tu vois, t'as essayé, le film t'a rattrapé, mais c'est pas grave, on est humain, tu vois. Il n'y a pas que le film qui m'a rattrapé, il y a le contexte, mais je vous remercie d'être aussi descriptif dans ce que vous avez aimé et pas aimé, parce que c'est bien, ça me rappelle mon visionnage de 2013, c'est ça ? Oui, il est sorti le 13 octobre 2013. Donc oui, bah en fait, moi, je me souviens, j'ai vu quelques passages là à Asgard, et oui, en effet, là, c'est le côté, c'est beau, etc. Ça installe. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on en avait entendu parler dans le premier, et on ne voyait pas à quoi ça ressemblait. Et là, du coup, on est vraiment dans le grandiose du délire nordique, etc. Voilà. Moi, je trouve que ça, esthétiquement. Et puis dans l'architecture, etc., c'est super propre. Alors derrière, quand tu fais le parallèle avec Game of Thrones, ouais, c'est vrai que finalement, en le sachant, tu le vois. Oui, tu le vois. Mais c'est pas un mal, hein. Game of Thrones, ils ont fait quand même un travail de décor qui est incroyable. Ah oui, non, mais carrément, non, c'est vraiment Asgard, pas un mal, c'est certain. Très belle, hein. Donc oui. Asgard, c'est joli. Mais alors à côté, la platitude de Londres, et puis l'image est sombre. Je sais pas, je l'ai vu en 4K. Alors, vous l'avez trouvé, vous l'avez visionné sur Disney+. Ouais. Disney+, en oui. HD. Ah, ok, d'accord. C'est pas coloré, ouais, il y a pas de. Oui, non, mais c'est super sombre. C'est comme si le contraste était augmenté ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que justement, c'est peut-être pour c'est le Dark World. Ouais, déjà, alors d'accord, ouais, il y a le Dark World, et puis il y a peut-être le fait aussi que voilà, là, ça c'est le monde des humains, donc c'est un peu moins fantastique que ce qu'il y a ailleurs, etc. Et dans les choses qui me vont pas trop, vous disiez que voilà, ça marche pas l'intro, l'intro ça marche pas parce que c'est comme dans le Seigneur des Anneaux. Oui, mais ça marche dans le Seigneur des Anneaux parce que je crois en l'enjeu. Là, moi, les elfes noirs, déjà, c'est maquillage, quoi. Je ne crois pas. Ouais, j'ai l'impression de voir Steppenwolf dans. Oh non. Ah ouais, franchement. Oh non. Donc, ça me. Alors non, parce que je tiens à signaler quand même la menace qu'ils sont censés représenter, tu vois. C'est clair que Malekith, il est pas aussi imposant que Sauron. Ouais. Non, mais pas de problème. Même sans ça. Et après, donc c'est vrai qu'à posteriori, je pense que quand je l'ai vu en 2013, il y avait plein de choses qui m'avaient plu. Mais maintenant, il souffre de la comparaison de Thor 3, notamment, aussi, qui était fun, où tu avais l'impression de regarder un comics, quoi.
Et voilà, c'était la première fois que tu avais l'impression de voir une adaptation de comics qui reprend des codes du comics au cinoche. Et là, c'est vrai que on était peut-être plus dans un effort d'adaptation, mais c'est peut-être trop plat et linéaire, quoi. Ok, non, c'est super intéressant parce que il est vrai que pour l'avoir visionné donc après Thor 3, je pense qu'on est aussi beaucoup plus difficile avec ce film. Et beaucoup plus dur avec ce que Marvel nous a proposé actuellement et dernièrement, parce que maintenant on a surtout sur Thor, qui est un personnage qui est quand même très apprécié, on va avoir 2 films qui sont réalisés par le même réalisateur-auteur, donc Taika Waititi, donc c'est vraiment une vision d'un gars qu'on a là, et là Alan Taylor est plus considéré comme, même s'il a bossé pour Game of Thrones, c'est pas méchant ce que je vais dire là, mais c'est Yes Man pour les studios. Ils l'ont pris de la télé, ils ont fait on va se faire ce studio là, et Kevin Feige il a juste dit dans ton scénar il faut que tu intègres l'éther, il faut que tu intègres le collectionneur parce qu'il y a les gardiens qui arrivent et c'est James Gunn donc il le met d'office et en fait souvent, et c'est ce qu'on avait dit, souvenez-vous lors de l'émission où on parle de l'incroyable Hulk, et je crois qu'on l'a redit dans Doctor Strange, quand c'est un film où le MCU a besoin d'avancer, ils vont mettre un réalisateur qui a moins une patte. Ils vont mettre un réalisateur qui est là pour faire avancer l'histoire. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec un Ant-Man 3, réalisé par Peyton Reed, qui est un Yes Man de A à Z, alors que sur Ant-Man 1, il était réalisé à 80% par Edgar Wright, tu vois. Et on l'a vu, hein, le 2 est quand même beaucoup moins bien que le premier Ant-Man. Tu vois, il n'y a pas photo, là, clairement. C'est le film, tu retires la séquence post-générique, il n'est d'aucune utilité sur ce qui se passera pour Endgame. Oui, donc on a passé un bon moment. Même pas. En vrai, c'était très osef. Et voilà. Et là, par contre, tu vois, Marvel a vraiment besoin de l'introduction donc de Kang avec Ant-Man Quantum Mania. Là, Peyton Reed, à mon avis, il a dû être bridé à max, et c'est Kevin Feige qui lui dit tu vas être obligé de faire ça. Même si lui, il sait pas à quoi ça va être, mais Kevin Feige, il pense dans 10 ans, tu vois. Et je pense que Alan Taylor, ils ont clairement vu que ce qu'ils ont introduit pour l'Ether, ça va être utilisé pour du Avengers Infinity War, qui, je rappelle, est sorti quand même en 2016, voire plus. Donc, tu vois, 2018, je crois, non ? Parce que je me disais 2018. 2018, ouais. Hein, donc quand même 5 ans après ce film. C'est quand même incroyable de se dire quand même que c'est ça qui est fort avec le MCU, et c'est ça qui est aussi embêtant, c'est que des fois, on va avoir des films qui vont être beaucoup plus plats, alors qu'en termes de scénario, ils doivent faire avancer l'histoire, et donc des fois, on les retient pas, et c'est dommage. GG ? Oui, c'est ce que je disais en off sur le côté plat de l'histoire, etc., qui fait que l'introduction de l'éther et éventuellement, donc là, peut-être une introduction de la future maladie de Jane Foster qui serait éventuellement utilisée dans Thor 4. Très bien, mais donc du coup, en fait, c'est jamais qu'un filler, quoi, qui vient mettre en place des choses dont le film lui-même n'a même pas besoin. C'est quand même un peu dommage. C'est à la fois l'avantage et un inconvénient du MCU. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que finalement le MCU n'est pas finalement une énorme série télé à énormément de budget, et que finalement chaque épisode que l'on a de cette fameuse série, c'est un film. C'est un foreshadowing pour un épisode d'après. Voilà, exactement. Tu vois, c'est aussi cette question qui peut être intéressante. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Esteban ? Là, je te sens pensif. Tel le penseur ? Non, mais parce que oui, exactement. Non, je te cherche juste un contre-exemple pour te baiser la gueule, mais j'en trouve pas. Non, mais ça, en fait, ce que tu dis. Non, mais tu as raison. Ce que tu dis, ça marche dans une série, mais pour des films, normalement, même si c'est une série de films, un film doit se suffire lui-même. En fait. Pour moi, techniquement. Je suis d'accord avec toi. Moi, en fait, un de mes points forts, c'est qu'un film est censé se suffire à lui-même, et tu passes un très bon moment de A à Z. T'as tout compris, l'histoire a un début, une fin. Et pourtant, le MCU, c'est complètement l'inverse de ça. Et pourtant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, ils ont quand même réussi à trouver une autre patte, un truc. C'est peut-être aussi parce que c'est nouveau, hein, d'avoir une série avec combien de films en tout Là, on est à plus de 23, hein, quand même. C'est des adaptations de comics aussi. Ouais, mais voilà. Et les comics, t'as un lien entre les livres, je suppose. Là, pour Thor The Dark World, je sais pas du tout si... je pense que les elfes noirs sont des méchants
qui doivent exister dans le comics de Thor, mais je ne sais pas du tout si vraiment l'arc elfe noir est comme on a là actuellement, quoi. Je pense qu'ils les ont intégrés parce que justement peut-être que dans un comics de Thor il y a les elfes noirs et qu'ils les ont intégrés là et que voilà, ça fait on va dire pas un clin d'œil, mais bon, ils sont peut-être intégrés dans les comics, mais pour ce qu'ils font. Mais il semble que dans la mythologie, ils sont aussi les elfes noirs. Ah oui, par contre, dans la mythologie, ils y sont, parce que je crois qu'on en voit dans God of War. Oui, je crois. Ouais, donc non, clairement. C'est un des 9 mondes, hein, c'est Schwarzalfheim, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, voilà, et puis ce qui s'oppose à Alfheim, qui est le monde des êtres de lumière, etc. Donc le monde des elfes. Enfin voilà, et puis vous avez Jotunheim qui est le monde des géants, Niflheim qui est le monde des morts et du froid. Enfin non, et c'est Helheim pour les morts, pardon. Enfin bref, voilà. Non, ça c'est hyper bien respecté. Et, enfin, ça a sa place, quoi. De toute façon, ça c'est pas le problème. Petite question par rapport à ce que, enfin, une réflexion par rapport à ce dont vous parliez tout à l'heure, avec le fait que ce soit plus sombre dans la narration que même les précédents, etc. Ouais. Parce que moins de vannes et tout ça. Est-ce qu'il n'est pas sorti au moment où Warner avait commencé à sortir les siens et voulait se donner un côté un peu plus sérieux? Bah, il est sorti il est sorti 1 an après Man of Steel. Tu vois, donc est-ce que t'as raison, hein. Est-ce que c'est pas le moment où Marvel teste un truc? Ah si, totalement. Et se dit ah bah tiens ouais, alors ils essayent ça, celui-là ça a pas, enfin. Parce que je rappelle que Man of Steel est sorti en août 2012, je crois, un truc comme ça, août 2013, mais en fait c'était vraiment pas longtemps avant, mais je crois que c'est ça. Et on sort quand même de la trilogie de Nolan. Hein. Quand même le dernier en date c'est Batman The Dark Knight Rises et je crois que c'est en 2010. Donc voilà quoi, ce que j'avais déjà explosé. Ouais, mais à ce moment-là, Marvel, ils en étaient plus à tester des trucs, ils avaient déjà trouvé leur ligne. Pas tant que ça. Oui, pas tant que ça. Iron Man 1 était en 2008. Je veux dire, ils commencent entre guillemets leur univers. Ils commencent et encore une fois, t'as Christopher Nolan et la Warner qui explosent les records et qui entrent. Ouais, peut-être, c'est peut-être pertinent ça. Ils ont gagné un Oscar. Ils ont eu des récompenses sur des films de super-héros. C'est là où ils se disent, Marvel se sont dit, putain, il y a peut-être un truc à faire. Sauf que eux, ils n'ont pas Zack Snyder et ils n'ont pas Nolan. Et puis, comme le disait Mathieu lors de notre précédente émission, la recette miracle de Marvel, elle arrive avec James Gunn et les Gardiens de la Galaxie. Donc quelle année? 2014. Du coup, l'année d'après. L'année d'après, exactement. Donc, voilà. Et puis, pourquoi on leur en voudrait de vouloir tester quelque chose d'un peu plus sérieux? Enfin, surtout que, d'un point de vue tout à fait personnel, Man of Steel, c'était complètement jouissif. Voir un mec absolument suprême se faire éclater la tronche, c'était cool. Mais ça a été traité de manière sérieuse, certes, mais on a eu exactement la même chose avec Thor 3, où Thor Almighty se fait castrer 3 fois, littéralement. Enfin, c'était merveilleux aussi. Et pourtant, c'était moins sérieux. C'est vrai. Mais comme tu l'as dit, Thor 3 vient après quand même Gardien Galaxy. Donc on est sur une autre patte, une autre façon de penser le film. Et d'ailleurs, ça se ressent rien qu'au niveau de la musique. C'est même pas de même visuellement. Ouais. Et puis même au niveau de la musique, Thor, celui-là, c'est de la musique qui est très épique. C'est ce que j'ai expliqué. Il y a un des gros points positifs que j'ai beaucoup aimé parce que ça fait très mythologique, très heroic fantasy. La scène de mort de Frigga, donc qui est sur ce fameux Drakkar où il balance cette flèche. Mais qui est à la fois belle parce que le Drakkar continue à voler, mais qui s'illumine en particules et qui s'en va dans le ciel sur une musique qui est franchement pas mal de Brian Taylor en tout cas pour ce thème précis. Par contre, Brian Taylor fait plutôt un thème générique pour le thème global du film. Tu vois, c'est plutôt du épique classique, du pam 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 pam. Tu vois, limite il reprend le truc Marvel, mais il remet des trucs un peu d'autres cordes, des machins, des trucs comme ça. C'est très générique. Taika Waititi, il arrive avec Thor Ragnarok. Qu'est-ce qu'on fait? Tu mets de la musique synthétique. T'arrives sur cette fameuse planète donc, où il y a l'acteur Jeff Goldblum qui est dedans, donc, qui est la fameuse planète. Ça, c'est ces plans en vaisseau avec de la musique électronique limite qui sort des années 80, 90. Pour l'univers de Thor, t'as pas vu quoi. Tu passes de... C'est ouf quoi, de passer de ça à ça. Et entre-temps, le seul truc que tu peux te dire, c'est il y a eu l'effet James Gunn.
Exactement. Et voilà, c'est ça le truc, quoi. Non, mais c'est clair. Enfin, tu passes de Port-Réal à Las Vegas, ça fait bizarre. C'est clair, c'est ça, c'est exactement ça, quoi. Et pour rebondir sur ton argument, c'est un point que j'avais noté et que je trouve super important. Là, c'est plus technique. Mais là, avec ce film, en tout cas, ils savaient déjà le faire, mais ils remontrent effectivement qu'ils savent utiliser un thème musical. Et ils le font très bien. Peut-être un peu trop. Ils le ressortent vraiment tout le temps. Mais ils savent le faire. Contrairement au film Marvel, Avengers, où ils sont tous là, où on va avoir le thème des Avengers. Mais malheureusement, on n'a pas le thème de chaque super-héros quand ils font une action séparément. Et là, ils nous montrent qu'ils savent le faire, qu'il y en a un qui fonctionne, parce que j'ai eu les frissons à certains moments, mais ils ne l'utilisent pas comme il faudrait. Et je rebondis sur le deuxième point technique que j'avais noté, sur la planète des elfes, justement. Schwarzalfheim. Voilà. La colorimétrie est vachement dénotée par rapport au reste. Et on a un monde qui est plutôt vide, on va pas se le cacher, mais il y a une recherche d'identité, il y a une recherche artistique qui fonctionne, et on voit qu'il y a eu du travail fourni dessus. Après, on est sur Disney, il y a eu vraiment beaucoup d'argent investi, mais il y a eu un truc. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça partout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est là, vrai que ça, c'est un point positif aussi. Il y a une colorimétrie qui change, il y a une ambiance sonore, tout change, et ça, techniquement, c'est réussi. Je suis assez d'accord. Vous avez d'autres choses à redire un petit peu sur Thor The Dark World et Kichi ? Ouais, moi je l'ai trouvé scénaristiquement plat. J'ai pas trouvé vraiment comme dit Esteban, moi ce côté qui dénote même sur la planète. Moi justement sur la planète des elfes, j'ai trouvé ça plutôt vide. Voilà, il se passe pas grand chose. Enfin, vraiment le seul pour moi point positif, comme tu disais, c'est tout ce qui se passe à Asgard. C'est vrai que c'est beau, il y a ce côté Game of Thronesque, etc. Pour ça, franchement, il y a rien à redire. Tout le reste, je trouve ça plat, vide. On dit que ça se passe à Londres, comme ça, les autres Avengers, ils peuvent pas trop intervenir parce qu'ils sont aux États-Unis, donc comme ça, au moins, on justifie aussi que Thor, il est tout seul. Et puis le côté un peu scientifique, pareil à la fin, quand ils lancent toutes leurs sondes et tout, machin. Après, c'est comme on disait, le côté. Le côté scientifique, des fois, c'est bancal parce que dans la réalité, c'est jamais ça. Mais là, il y a trop de justifications trop simples. La convergence, je le savais, machin, le gars qui était fou. Enfin, trop facile, en fait, ce film. Franchement, en vrai, scénaristiquement parlant, je peux pas te contredire parce qu'il y a des exemples frappants dans le film qui montrent qu'il y a des facilités. Exemple, finalement, de se retrouver face à une faille et il retrouve les clés qui est purement random, tu vois. Je suis assez d'accord. Son téléphone il sonne, donc du coup, comment ça se fait que j'ai du réseau là parce qu'il y a une faille qui. Ça, je suis d'accord. Ouais. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais après, je trouve qu'il y avait vraiment aussi d'autres points, et je suis content que Esteban et Gary aient pu les soulever, en tout cas, parce que c'était intéressant d'en parler. Voilà quoi. Petit tour rapide, GG, sur Thor. Où on termine, c'est bon ? Non, je pense que tout a été dit. Enfin voilà, c'est pas exempt de défauts, mais je pense qu'avec le temps, en fait, soit on l'oubliera complètement, soit on aura énormément de sympathie pour ce film. C'est vrai, c'est clair. Gary, tu veux rajouter quelque chose ? Non, comme on a dit, il a ses défauts, mais il mérite pas son rang de deuxième noté. C'est ça, pour moi, pas du tout. Et on terminera cette émission juste par cette fameuse question. Thor, Love and Thunder vient de sortir. Est-ce que vous allez aller le voir pour l'émission, mais comment l'attendez-vous ? Une échelle de hype, s'il vous plaît, genre. Esteban, on commence. Sans trop t'étaler, on sait que Jérôme n'a pas vu les trailers. Hein. Donc voilà, juste une échelle de hype pour vous. Comment vous allez y aller au cinéma ? Quelle ambiance dans votre tête ? Moi, je suis sur un 6-7. Je suis pas très hypé parce que j'ai vu le dernier Doctor Strange avec une vraie réal et qui a changé, et je préfère ça. Maintenant, Thor, c'est pas mon super-héros préféré non plus. Mais hâte de voir ce qu'ils vont proposer. J'aime beaucoup la mythologie nordique. J'espère qu'ils vont aller là-dessus. Ok, super. Donc 6-7. Alors moi je me hype pas trop parce que pareil, le syndrome Doctor Strange 2, j'en attendais beaucoup plus que ce qu'on a eu, donc j'essaie de pas trop en attendre, même si j'attends quand même vraiment ce côté Gardien de la Galaxie, Thor 3, etc. parce que c'est un univers qui va bien avec le personnage de Thor, parce que c'est un peu comme les Gardiens de la Galaxie, hein, on va de planète en planète, etc. C'est très coloré, donc
Donc non, j'attends, mais voilà, j'essaye de pas trop me surhype non plus. Ok, donc sur 10, une échelle à peu près. 8. 8, ok, donc on est déjà pas mal quand même. Gary. Non, moi je suis très hypé, mais à l'inverse de Kichi, j'espère que les Gardiens de la Galaxie vont très vite dégager. Parce que je ne veux pas d'eux dans ce film. Non, ils sont peut-être pas présents, mais ils doivent être là, ne serait-ce que parce qu'il a été installé dans les Avengers. Non, mais c'est super cool d'avoir tout ça. Vraiment, je vous dis, les gars, c'est super parce que on a des contradictions et moi, je me range plutôt du côté. Moi, ça marche bien, je trouve, ensemble. Alors oui, ça marche bien, mais moi, c'est l'ambiance des gardiens, je veux dire. Moi, j'aime beaucoup. Quoi. Mais c'est ouf parce que moi, je suis plus du côté quand même Gary, GG. Leur ambiance me gave vite, en fait. Un Gardien Galaxy durait 20 minutes, ça suffirait. Tu vois, un peu de musique des années 80, un petit peu d'humour, Chris Pratt qui s'en va, c'est bien. Tu vois, vraiment, voilà, c'est pas que j'ai du mal, j'ai l'impression qu'il me parle pas. Pourtant, quand il est sorti, le premier, il me semble que ça a fait carton. Enfin, carton, ça a été. Non, mais le premier, quand il sort, il a rien à voir. Voilà, c'était nouveau, les gens étaient. Je prends l'exemple du 2. L'exemple du 2, le synopsis du 2 de Gardien Galaxy, c'est. Star-Lord retrouve son père, ça tourne mal. C'est une vidéo YouTube de 2 heures. Voilà, avec une scène qui est vraiment stylée. Par contre, il n'y a rien à dire. C'est sur la mort de Yondu. Franchement, pas de doute là-dessus. Le combat à la fin, c'est un combat de Dragon Ball. Donc vous aimez les films, les animés, les machins, c'est du Dragon Ball Z tout craché. Ego qui est en mode Super Saiyan et puis Star-Lord aussi. Sur une musique des années 80 qui est vraiment très cool. Ça, il s'est fait plaisir. Le reste... Voilà, c'est. La scène d'intro. Ouais, la scène d'intro qui prend un parti pris intéressant. Par contre, la scène d'intro, le fait qu'on ne voie pas l'action et qu'on se concentre sur Groot qui danse, c'est le genre de petit truc qu'on peut retrouver dans le MCU parce qu'il y a un auteur derrière. Après, c'est soit on aime ou on n'aime pas l'univers de James Gunn. Mais je pourrais très bien avoir ce même discours-là avec le film Suicide Squad qui est sorti, où quand tu commences le film, tu vois l'ancienne Suicide Squad et d'un coup, au bout de 5 minutes, il reste plus aucun personnage, ils se sont tous fait défoncer, ils sont tous morts et tu suis en fait une autre équipe qui était à l'autre bout de la plage. Voilà, c'est ça l'humour de James Gunn. Donc c'est soit tu adhères pas. Sur Suicide Squad, ça passe parce que il a vraiment mis le côté très gore derrière. Là, par contre, sur les Gardiens de la Galaxie, on sent qu'il est un peu bridé sur pas mal de points et surtout sur le 2. Moi, ça m'a un peu choqué. C'est un peu lourd, quoi. Voilà, un peu lourd. Voilà. GG, par contre, toi, tu n'as vu aucun trailer, etc. Est-ce que tu as une échelle de hype ou genre juste le fait d'avoir légèrement un peu entendu quelques trucs, t'as envie de te hyper sur quelques points? Ah non, mais enfin, du coup, j'ai rien vu. J'ai entendu la bande-annonce 3 fois puisque je l'ai subi au cinéma et c'est un peu compliqué de ne pas écouter. Donc, ouais, non, moi j'ai une grosse hype parce que le Thor 3, j'avais beaucoup apprécié. Le Thor 3, je trouvais que les gags marchaient. Ça venait pas désamorcer des situations dramatiques nécessairement, etc. Et voilà, et encore une fois, comme je l'ai dit un peu précédemment, ça ressemblait... j'avais l'impression de voir un comics au Cinoche, quoi. Enfin, j'avais l'impression d'avoir ouvert une BD. C'était coloré, exactement comme je l'entends quand j'ouvre une BD. Et donc, ouais, si, il y a une grosse hype parce que c'est le même réal. J'espère qu'il va te bousculer, me surprendre, me montrer des trucs que j'ai pas l'habitude de voir au cinéma ou qui sont pas montrés comme ça, en tout cas. Et ouais, je suis d'accord, moi je suis Team Gary, parce que les Gardiens de la Galaxie, c'est pas possible, quoi. Moi déjà, rien que le premier, j'étais ressorti en mode, oh, mais j'ai plus 8 ans, quoi, je veux pas voir Shrek au cinéma. S'il l'avait déjà dit. Ouais, je l'avais déjà dit, mais je maintiens ce point de vue, quoi. Donc non. Non, je veux pas qu'il... Enfin, pas trop, quoi. Pas trop. Voilà, il pointe, une petite blague sur Rocket Raccoon parce que c'est pas un humain et qu'il assume pas d'être un raton laveur, et... hop, au revoir, on passe à autre chose. Et puis, donc, on passe a priori donc, à Christian Bale, Nathalie Portman et tout ça, quoi. Alors, oui, parce qu'il faut savoir quand même que Jérôme a entendu 3 fois la première bande-annonce. Donc, il n'a vraiment rien du tout de vu, ni même d'entendu officiellement de Gore, donc, qui est le boucher des dieux, parce que Gore fait sa première apparition dans la 2e bande-annonce. Et pour avoir vu la 2e bande-annonce, moi, je suis hypé à 9,5. Ah bah oui, visuellement, oui. Voilà, il y a vraiment des trucs, déjà d'une... il y a vraiment des trucs de ouf, on en parlera dans un late show. Là, je peux pas en parler parce que Jérôme, il l'a pas vu. Non, mais... En tout cas,
Thor Love and Thunder, c'est aujourd'hui au cinéma, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous dit, si vous êtes fan de Marvel comme nous, voilà, même si on n'est pas d'accord, mais c'est ça l'esprit du late, on n'est pas d'accord, on en discute. Pas le même t-shirt, mais on a la même passion. C'est ça, pas le même t-shirt, mais la même passion. En tout cas, on vous fait des gros bisous, on se retrouve très très vite donc sur les plateformes de streaming que vous connaissez et sur YouTube pour parler encore plus de pop culture et de cinéma. Salut à tous!